Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. 3 jours après la rencontre avec les partis politiques, la Commission électorale nationale autonome Sénat a échangé ce matin avec les organisations de la société civile sur le principe du parrainage des candidats à l'élection présidentielle de 2021 en vue d'un processus électoral transparent. Des précisions dans cette édition. Du nouveau dans l'affaire de disparition de 4 milliards de francs CFA au trésor public, Carlos Adorno, l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts, fait des révélations des détails dans ce journal. Face au développement accru des médias sociaux, avec notamment l'activisme, un journaliste béninois préconise aux professionnels des médias de repenser la pratique journalistique. Plus de précision dans un instant. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esaü.bj/esaü2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonsoir. La Commission électorale nationale autonome Sénat a entretenu ce vendredi matin les organisations de la société civile sur la mise en œuvre du principe de parrainage des candidats à l'élection présidentielle de 2021 lors d'une séance d'échange à son siège. Sous l'égide du président Emmanuel Tiondo, les commissaires ont exposé à leurs interlocuteurs la procédure mise en place dans le but du respect de cette disposition du Code électoral. Suivez le commissaire Boukari Aboussoulé Adam. Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires. Quelles conséquences la Sénat en tire? Premièrement, est parrainé par un député et ou un maire le duo de l'élection, le duo de candidats à l'élection présidentielle. Deuxième conséquence, le nombre total de parrains est fixé à 160. Parce qu'en effet, vous savez, notre Assemblée nationale compte 83 députés et nous avons 77 maires et communes, donc ça fait 77 maires. La troisième conséquence, selon la loi, c'est que le seuil minimum de parrainage pour valider une candidature est fixé à 10%, qui correspond à 16 députés et ou maires, selon bien sûr le nombre de députés à l'Assemblée et le nombre de maires qu'il y a dans le pays. Les observations faites par la Sénat. Première observation, c'est que le choix du duo à parrainer relève exclusivement de chaque maire ou de chaque député. Et nul n'a besoin de se référer à son parti politique ou à une délibération de conseil municipal ou communal pour donner son parrainage à un candidat.
Donc on ne nous amènera pas de délibération du conseil pour dire que c'est le conseil qui a délibéré, qu'on soutienne. Non, ça ne sera pas valable. Nous poursuivons toujours avec les mêmes références, les mêmes lois, notamment l'article 44, 6e tiret. Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est président de la République du Bénin lors du dépôt de sa candidature. La conséquence également, c'est que les candidats aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République sont tenus d'être physiquement présents sur le territoire national. Ils pourront ainsi recueillir auprès des députés et des maires ou des maires les formulaires de leur parrainage qui doivent accompagner également leur dossier de candidature. Les parrainages sont recueillis par des formulaires nominatifs, ainsi sur le mot nominatif, mis à disposition des élus concernés par la Sénat pour les candidats à l'élection du président de la République. Donc la Sénat met donc à disposition des élus concernés le formulaire nominatif. Quelles sont les conséquences que la Sénat en tire? C'est que les formulaires de parrainage seront donc nominatifs et seront au nombre de 160 au total. Ces formulaires sont individuels et ne peuvent être cédés à autrui. Ils sont prénumérotés et enregistrés à la Sénat. Donc un élu concerné ne peut parrainer qu'un seul et unique duo de candidats. Pour éviter toute fraude ou tripatouillage, la Sénat a pris des dispositions pour sécuriser le formulaire. Le commissaire Abou Souley Adam s'explique. Pour sécuriser davantage la procédure, il sera ouvert au niveau de la Sénat un registre côté paraphé pour recueillir les données précises, signature et empreinte de pouce gauche de chaque député et chaque maire pour authentifier davantage le formulaire remis à chacune des personnes concernées. Maintenant, quelle est la procédure que nous mettons en place pour rendre ça pour opérationnaliser le processus? La première étape, nous allons procéder à la collecte des données nominatives personnelles des élus concernés. La Sénat va s'adresser à chacun des maires et à chacun des députés pour recueillir les informations qui vont servir à alimenter la base de données qui va générer les formulaires de parrainage. Et deuxièmement, les formulaires nominatifs de parrainage vont être remplis de la façon suivante. L'élu va le faire à l'aide d'un stylo à billes de couleur bleue et en lettres majuscules. L'élu concerné va signer en poser son empreinte digitale du pouce gauche dans chacune des cases prévues à cet effet. Et l'élu, dès qu'il aura fini ça, va remettre le formulaire signé au duo qu'il parraine. Puisque c'est un élément du dossier de candidature selon la loi, l'article 141 du Code électoral. Également, la Sénat a pris des mesures pour sécuriser le parrainage. C'est-à-dire que sur chaque formulaire préimprimé apparaîtra un code barre comportant les informations d'identification de l'élu concerné. Et après l'impression en double du formulaire, un thème holographique y est apposé par l'équipe technique de la Sénat. L'élu va procéder à la vérification visuelle des données qu'il a fournies à la Sénat, puis va apposer sa signature avant qu'il ne lui soit remis le formulaire du parrainage. L'élu, dès qu'il le retire, va apposer sa signature dans un registre de transmission avant de retirer son formulaire. Et par la suite, dès qu'il aura accordé son parrainage, il le mettra au duo en question, le formulaire qu'il a signé, selon la méthode qu'on lui a enseignée. Et la Sénat garantit l'anonymat des parrainages. La Sénat ne publiera donc pas la liste des députés et maires ayant parrainé tel ou tel duo de candidats à l'élection présidentielle. En dehors du principe de parrainage, les commissaires ont présenté aux membres des organisations de la société civile le programme de suivi et de gestion du financement public des partis politiques. Au sorti de la séance, Fatoumata Batoko Zossou, la présidente de la plateforme électorale des organisations de la société civile, et Maître Salikou Alao, président du GERDES Afrique, ont livré leurs impressions. Vous avez suivi avec nous à l'intérieur les questions de la société civile. Alors, vous avez constaté qu'il y a des questions sur lesquelles la Sénat ne pouvait pas se prononcer parce que la Sénat est une institution qui a ses limites. Et pour ce qui nous a été présenté, que nous avons vu, elle a fait beaucoup d'efforts pour, toucher le point, un des points qui est quand même un point essentiel,
c'est la sécurisation du parrainage. Et nous, à la société civile, nous espérons que les différentes contributions que la société civile va apporter seront prises en compte. Sinon, nous allons continuer notre devoir, c'est de faire en sorte d'apaiser la population sur ce que la Sénat a déjà fait, que j'estime que c'est un pas. Si nous nous mettons ensemble et que nous expliquons comment cela va se passer et que nous nous mettons ensemble surtout pour faire la veille citoyenne, je crois qu'il y a beaucoup de questions liées à des appréhensions par rapport à la confiance que nous avons sur ce parrainage-là. Enfin, le manque de confiance que nos concitoyens ont sur ce processus de parrainage. La Sénat fait de son mieux, mais les textes et les réalités sont telles que ce parrainage-là n'aidera pas le Bénin. C'est un parrainage qui est chrysogène. Mais mieux, ces parrains éventuels, vous allez les obtenir comment? En leur promettant ou en leur donnant quoi? Et ça incite à la corruption sans limite et sans contrôle, parce que le fait de dire que c'est anonyme, on ne peut même pas savoir qui c'est et combien il a obtenu. Et les juridictions supérieures ont beau jeu de dire par la suite que c'est obtenu selon la corruption qui n'est pas admissible dans le pays. Par conséquent, c'est nul. C'est faciliter la tâche à l'organisme de contrôle qu'est la Cour constitutionnelle d'annuler les parrainages dont on ne veut pas. Pour ce qui concerne le financement des partis politiques, la Sénat fait toujours de son mieux, mais la loi étant ce qu'elle est. Le financement des partis politiques, la Sénat doit contrôler l'existence et la réalité de l'existence des partis politiques dans chaque circonscription. Et on leur interdit en même temps d'avoir du financement privé. Comment pense-t-on que tous ces partis qui n'ont aucun financement privé peuvent s'installer dans toutes les localités et faire le travail prévu par la loi sans aucun financement public? Et pour combien de temps? La Sénat elle-même n'étant pas représentée dans toutes les localités en dépit de ces financements publics. L'ex-régisseur de la Direction générale des impôts, Carlos Adorano, après un long moment de silence, a fini par se livrer à la commission d'enquête dans l'affaire de disparition de 4 milliards à la DGID. Dans ses révélations, il aurait confié à la commission que le montant détourné dans cette direction du ministère de l'économie et des finances serait estimé à 13 milliards de francs CFA. Et cette somme, selon les révélations de ce dernier, aurait été détournée en complicité avec des responsables de la DGID, du ministère de l'économie et des finances, ainsi que des institutions de la République. Sommé par la commission d'enquête judiciaire la semaine écoulée pour produire toutes les pièces justificatives des décaissements de fonds du caveau par le régisseur, le directeur de la gestion des ressources, Lambert Ablé Patron, direct de Carlos Adorano, a été gardé à vue du mercredi au jeudi dans la procédure judiciaire à la brigade économique et financière avant d'être relâché sur présentation de certificat médical. Celui-ci devrait retourner à la BEF après les soins médicaux. Les auditions se poursuivent à la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme CRIET et à la BEF. Le métier de journalisme subit les assauts de tous les activistes et autres qui tentent de lui voler la primeur de l'information. L'investigation est la seule arme qui reste aux journalistes pour affirmer son identité. En matière d'investigation, le travail d'équipe et les réseaux sont la panacée. La question a été abordée par Yao Hervé Kendewe au numéro 282 du Café Média Plus du vendredi 25 septembre dernier. Retour sur un extrait de son intervention avec nos reporters. On se connaissait d'abord et donc quand on est allé créer Banto, tout de suite il y avait l'esprit d'équipe qui existait déjà parce qu'on se connaissait déjà, on avait déjà travaillé ensemble avant. Et du coup, ce n'était pas compliqué de travailler en groupe. Quand moi je publie un article, c'était pas avec, j'avais pas de problème que
Olivier, pour ne pas dire avant de publier même qu'Olivier, parce qu'en réalité, ici, ça se passait en 2 étapes. Tout ce qui est investigation, il faut avouer qu'il y a un travail éditorial qui est fait du début jusqu'à la publication. Par contre, en ce qui concerne l'actualité, il faut avouer que c'est en fonction de l'évolution des choses qu'on publie. Et c'est ce qui explique souvent qu'il y a des coquilles. Et aujourd'hui, il faut avouer qu'on est en train de réfléchir parce qu'en réalité, le plus gros souci qu'on a dans ce domaine, c'est le challenge de pouvoir publier. Voilà, c'est de pouvoir publier tôt. Et donc ça fait que souvent, parce que même moi, il m'est déjà arrivé de publier des articles qui étaient en griffe truffés de fautes, quoi. Pas parce que je ne comprends pas français ou bien je ne sais pas écrire français, mais dans la précipitation, il nous arrive souvent, il m'est même déjà arrivé une fois, parce qu'en réalité, quand vous êtes en train de produire quelque chose de façon spontanée, vous faites une phrase, vous pensez l'avoir supprimée, commencez une nouvelle phrase, alors que vous avez laissé la première phrase intacte et la seconde vient s'ajouter, ça n'a pas de sens souvent. Et après, paf, dès que c'est mis en ligne. Mais aujourd'hui, on essaye de faire un petit travail dans ce sens que, en fait, dès qu'on publie, un autre membre de la rédaction se charge de faire la relecture en interne. C'est vrai que souvent, ça ne vient pas tôt, le temps qu'on fasse la relecture, qu'on corrige les éventuelles coquilles. Souvent, il y a déjà des gens qui ont déjà lu, qui se plaignent déjà de ce qu'il y a des phrases mal dites ou bien mal construites dedans. Et on essaie chaque fois de voir comment faire pour qu'on puisse réussir ce pari-là, de donner la qualité, l'information de qualité, mais aussi bien rédigée, quoi. Le paiement des pensions de montant mensuel inférieur à 50 000 francs CFA se fera désormais à partir du 1er novembre 2020 sur les comptes Mobile Money détenus par les bénéficiaires auprès des opérateurs GSM. Le ministre de l'Économie et des Finances l'a annoncé à travers un communiqué. Ainsi donc, les pensionnés du Fonds national des retraites du Bénin dont le montant de pension est inférieur à 50 000 francs CFA sont priés de bien vouloir remplir le formulaire tenu à leur disposition au niveau des différents postes du Trésor public. L'autorité ministérielle compte sur la collaboration de tous les pensionnés concernés par cette réforme pour sa réussite. Une réforme qui a pris effet à compter du jeudi 1er octobre 2020. Les jeux vidéo sont une autre forme de divertissement à laquelle s'adonnent la plupart des jeunes apprenants à Cotonou. Jacques Marion d'Almeida s'y est intéressé. Suivez plutôt. Ces jeunes gens, manette en main, concentrés devant des postes téléviseurs, sont des fanatiques de jeux vidéo. Le foot, l'aventure, les combats et bien d'autres sont les jeux de loisirs que les centres leur offrent. Ils se rencontrent pour échanger, discuter et pour se distraire. C'est comme une distraction, on se sert de ça juste pour ne pas s'ennuyer et garder l'ambiance. Ça nous permet aussi de rester en contact, se faire des amis, jouer, avoir de bons niveaux. Le foot ne se joue, ça se joue à un, mais j'aime jouer avec mes amis. Et moi, de mon côté, j'aime le football et les aventures de Dragon Ball. N'importe quel jeu d'aventure. Ces jeux ont aussi un coût pour ces jeunes. Cela varie de la nature du jeu choisi. Un jeu ici, c'est à 50 francs, d'autres salles de jeu, c'est à 100 francs. Et bon, un match, c'est à 10 minutes. Donc ça se passe à 50 francs. Les aventures, 10 minutes, quand on te donne 10 minutes, c'est à 100 francs. Si les élèves en kaki sont acceptés à jouer au baby-foot ici, le responsable de ce centre a interdit l'accès aux jeunes gens en tenue kaki. Ici, il est formellement interdit aux élèves d'entrer ici. On voit aller apprendre les leçons parce que les policiers peuvent débarquer ici à tout moment. Dans la raison pour laquelle on essaie de les envoyer. S'ils sont kaki.
Aux États-Unis, le président Donald Trump et sa femme sont testés positifs au coronavirus. L'annonce a été faite dans la nuit du jeudi 1er octobre au vendredi 2 octobre par le président américain lui-même via son compte Twitter. Le médecin de la Maison-Blanche a fait savoir que Donald Trump va bien et restera à la Maison-Blanche pendant sa convalescence où il continuera à assumer ses fonctions. Sean Conley a ajouté dans un communiqué que Trump ferait l'objet d'une surveillance médicale étroite, tout comme son épouse Melania. C'est sur cette information que nous bouclons cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. Agréable week-end à toutes et à tous.